Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la CAN 2024 et je vais vous dire pourquoi il faut absolument la regarder. Alors, ce que je vais faire, ça va être simple, c'est qu'on va parler de plusieurs sélections et je vais vous dire à chaque fois ce qui est à suivre et qu'est-ce qui pourrait donner dans cette compétition-là. Maintenant, je ne pourrais pas parler de toutes les nations parce que déjà, ça durerait trop longtemps et puis surtout parce que je ne les maîtrise pas toutes et j'ai pas envie de dire n'importe quoi. On va commencer dès maintenant avec la Côte d'Ivoire qui est donc le pays organisateur de cette compétition. Déjà par rapport à ça, il faut en parler, hein. Évidemment, ils auront le public pour les soutenir, ils vont jouer à la maison et c'est un gros avantage. Ça peut être aussi une pression parce qu'ils auront envie de bien faire devant leur public et par rapport à ça, il faut le prendre en compte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peu de gens en parlent, mais ils ont vraiment une très belle équipe sur le papier. En défense, on peut voir par exemple Kosunu du Bayer Leverkusen qui est très très performant, Ndika de l'AS Rome qui a été beaucoup convoité et qui montre aussi de belles choses. Et puis le milieu de terrain, c'est peut-être le meilleur de toutes les nations présentes dans cette canne, parce qu'on parle quand même de Sangaré, qui a été très performant au PSV et qui est parti maintenant en Première Ligue. Et vraiment, ce gars-là est très 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 fort. Ensuite, il y a Franck Kessié qu'on ne présente plus. Il y a aussi Seko Fofana qui avait pas mal d'histoires, comme quoi il ne voulait pas rejoindre la sélection, mais maintenant il est venu. Et heureusement, parce que quand on voit le match qu'il a fait face au Maroc, c'est quand même assez impressionnant. Et puis en attaque, on a des joueurs comme par exemple Jonathan Bamba, qui est un très bon ailier, qui s'est relancé du côté du Celta Vigo, qui montre de belles choses, qui peut beaucoup percuter, et un gars comme Sébastien Haller pour marquer un maximum de buts. Et c'est quand même très important d'avoir un neuf comme ça, aussi performant, pour une compétition où il y aura peu de matchs à jouer. C'est un gros gros avantage. Donc vraiment sur le papier, c'est très fort. En plus, on voit une certaine synergie parce qu'on a beaucoup de joueurs grands en taille, très très physiques, donc ils peuvent mettre une grosse intensité, mais il y a quand même pas mal de qualité technique aussi. Donc c'est un bon mélange et je trouve que vraiment, le fait est qu'ils soient à domicile, avec de tels joueurs, avec une telle symbiose, je pense sincèrement que la Côte d'Ivoire, je ne dis pas qu'ils sont dans les favoris forcément, mais en tout cas, ils peuvent faire quelque chose d'assez grand dans cette compétition. Ensuite, on va passer maintenant au Nigeria, et là, honnêtement, offensivement, c'est juste n'importe quoi. La liste des joueurs est assez folle, préparez-vous. On a évidemment Victor Osimhen, qui est l'un des meilleurs neufs au monde, tout simplement. Ensuite, Victor Boniface, qui est l'un des meilleurs neufs du moment avec son début de saison très très fort avec le Bayer Leverkusen. On a Chukwueze qui est un très très bon ailier. On a Lookman aussi, qui est un ailier qui peut faire pas mal de dégâts. On se rappelle notamment d'un super match face à Manchester City. Il y a aussi Terem Moffi sur le banc, carrément, tellement il y a de la qualité, qui a montré face au PSG ses qualités notamment. On sait que c'est un très bon attaquant. Et puis le bon vieux Iheanacho qui est très expérimenté et qui lui aussi en sortie de banc peut beaucoup apporter. Ça on l'a encore vu récemment. Donc vraiment on a une équipe qui a un potentiel offensif complètement dingue, qui peut marquer énormément de buts. Et on se rappelle que durant la CAN précédente, en phase de groupe, ils avaient été monstrueux. Ils ont montré qu'ils peuvent faire de très très belles choses. Et ça pourrait se reproduire. Maintenant, il faudra voir dans les phases éliminatoires comment ça va se passer. Mais en tout cas, cette équipe-là, avec autant de joueurs de si grande qualité, et surtout qui sont tous dans une très bonne forme à l'heure actuelle, c'est à suivre de très très près. Passons maintenant à l'Égypte, qui est une équipe, évidemment, en termes de compétitivité sur le continent africain, c'est difficile de faire mieux. Enfin, l'exemple simple pour l'expliquer, c'est le fait que sur les trois dernières cannes, ils ont été deux fois en finale. C'est une sélection qui ne fait pas toujours rêver sur le papier, il n'y a pas non plus énormément de très grands joueurs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils arrivent souvent à poser beaucoup de problèmes, aller en prolongation, voire même au tir au but, et au tir au but, ils sont quand même très très bons et arrivent souvent à les remporter tout simplement. Et puis surtout, il y a quand même Mohamed Salah, évidemment, qui porte la sélection. Mohamed Salah qui fait un très bon début de saison aussi avec Liverpool, qui est en très bonne forme. Et ce qu'il faut se dire, c'est que lui, il rêve de gagner une canne avec son pays. Il a raté quand même deux finales. Là, c'est le moment pour lui de rentrer dans la légende de son pays, qui a connu d'autres joueurs qui ont fait de plus belles choses, en tout cas en sélection. Et ça doit quand même le trotter dans sa tête parce qu'il fait une très grande carrière et il a envie de concrétiser avec son pays. Donc ça va être très intéressant. Ce sera certainement Sadan Arkan à un très très haut niveau, en tout cas avec un Mossala aussi performant en club. Et ça, évidemment, ça donne envie de voir. Maintenant, on va passer au Sénégal, qui est donc le champion en titre et qui est vu par beaucoup comme étant le grand favori à nouveau pour gagner cette canne. Et par rapport à cette équipe-là, comme vous le savez, il y a les anciens qui sont encore présents, notamment Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly ou Sadio Mané. Le problème, c'est qu'ils sont tous partis en Arabie Saoudite. Et le problème aussi, c'est le fait que le Sénégal n'est plus non plus sur une grosse pente ascendante. Avant la CAN qu'ils avaient remportée,
On avait vu qu'ils enchaînaient beaucoup de victoires, il y avait beaucoup de cohérence dans le jeu, tout se passait très très bien et ils ont suivi en gagnant la compétition. Donc c'était parfait pour eux. Là aujourd'hui, c'est plus non plus la même dynamique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même pas mal de jeunes joueurs qui sont arrivés et qui font de belles choses. Il y a quand même un petit renouvellement qui est en train de se faire. Je pense notamment à Pape Matar Sarr, qui joue aujourd'hui à Tottenham et qui fait de très beaux matchs. Honnêtement, ça me surprend, il a un très très haut niveau. Il y a aussi Iliman Ndiaye du côté de l'OM, qui ne fait pas non plus des débuts parfaits, mais en tout cas montre de belles choses et pourrait faire beaucoup de bien sur l'aile comme dans l'axe. Et puis Nico Jackson, qui est titulaire à Chelsea. C'était pas forcément prévu, mais en tout cas c'est le cas. Et oui, offensivement, on va dire, il rate quand même pas mal d'occasions. Sa finition n'est pas non plus excellente, mais en tout cas, c'est un attaquant qui apporte beaucoup de choses, qui est un petit peu autosuffisant et qui pourrait faire de très belles choses durant cette CAN. Et puis évidemment, Sadio Mané, ça va être ultra intéressant à suivre parce qu'il est parti en Arabie Saoudite. Il n'est plus vraiment dans le haut niveau en club et le voir dans une compétition comme ça, c'est l'occasion pour lui de briller à nouveau, peut-être une dernière fois au plus haut niveau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose personnellement qui m'intéresse beaucoup, qui sera à suivre de très très près. Et cette équipe du Sénégal, collectivement, c'est quand même très fort. Ils se connaissent tous très bien. Il y a quand même pas mal de joueurs de haute qualité. Donc ça va donner quelque chose certainement d'agréable à suivre. Maintenant, on va parler du Cameroun. Et quand on regarde honnêtement ces derniers temps, le Cameroun, c'est peut-être pas non plus le top du top. Parce que déjà très récemment, ils ont perdu 1-0 face à la Russie. Et puis lors de la dernière CAN, notamment chez eux, ils n'ont pas réussi à la remporter. Et puis même, quand on regarde sur le papier, il n'y a pas non plus beaucoup de grands joueurs comme on a l'habitude de voir dans cette nation. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même une sélection qui est très très expérimentée. Dans le continent africain, ils sont très respectés. Et puis même globalement, même en Coupe du Monde, on a vu, hein, ils ont battu le Brésil. Ils sont capables de faire de grands coups. Et généralement, quand ils sont dans les phases éliminatoires, ils sont très très difficiles à sortir. Et puis il y a Vincent Aboubakar qui marque énormément de buts dans les compétitions importantes, que ce soit en Coupe du Monde, en Cannes. Il a l'habitude de beaucoup beaucoup marquer. Et avoir un neuf aussi prolifique, c'est vraiment un très gros avantage dans ce genre de compétition-là. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et puis, j'aimerais parler d'une petite pépite qui est donc Carlos Baleba, qui joue à Brighton, qui commence à avoir de plus en plus de temps de jeu, de montrer de très très belles choses. Personnellement, je pense que ce gars-là a un gros gros potentiel. Donc si d'ici la CAN, il continue à avoir du temps de jeu, à monter en puissance, peut-être que ça peut être une grosse surprise de la CAN. On sait qu'il y a souvent des petites pépites qui émergent dans ce genre de compétition-là. Ça pourrait peut-être être le cas pour lui. Donc ça, voilà, je m'avance un petit peu, rien n'est sûr. Mais en tout cas, c'est quelque chose à suivre. Et par rapport au Cameroun, comme je l'ai dit, c'est vraiment une nation très expérimentée qui peut toujours poser beaucoup de problèmes à n'importe quelle sélection. Comment terminer cette vidéo sans parler du Maroc, évidemment, qui sort d'un parcours historique en Coupe du Monde. Et aujourd'hui, ils vont arriver dans cette CAN comme étant le premier ou peut-être deuxième favori. Ça se joue avec le Sénégal, mais en tout cas, c'est assez serré. Et par rapport à ça, ce que j'aimerais dire, c'est que beaucoup de gens voient le Maroc forcément gagner la compétition. Moi, j'aimerais dire que c'est pas non plus acté d'avance. Par rapport au fait est que quand tu fais une telle performance en Coupe du Monde, déjà, tu arrives avec de la pression. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc, c'est soit tu gagnes, soit c'est un échec. Il n'y a pas deux possibilités. C'est pas dans l'idée de se dire que si jamais ils vont loin, ça peut être OK ou quoi. Non. Ils doivent absolument gagner la compétition. Et la différence avec la Coupe du Monde, c'est que l'approche ne sera pas la même. Durant la Coupe du Monde, c'était eux les outsiders, donc ils n'avaient aucune pression sur eux. Aujourd'hui, c'est eux les grands favoris, ou presque, et par rapport à ça, ils seront attendus au tournant. Chaque équipe va les attendre. Déjà, par rapport à la suite de jeu, il va falloir modifier par rapport à la Coupe du Monde, où ils aimaient bien attendre l'équipe en face et partir en contre. Là, ils devront certainement jouer face à des blocs bas, ce qui sera totalement différent. Maintenant, je ne suis pas non plus fortement inquiet par rapport à tout ça, parce que Regragui, c'est quand même un coach très intelligent et qui a montré pas mal de facettes tactiques assez intéressantes. Déjà, avant la Coupe du Monde, quand on regardait les matchs, notamment face au Brésil ou quoi, on a vu une équipe du Maroc qui arrivait à avoir la possession, qui arrivait à dominer ses adversaires et montrer de très très belles choses en termes de combinaison, etc. Donc, c'est une équipe quand même qui peut, on va dire, souffrir, ne pas avoir le ballon, mais qui peut aussi avoir le ballon et créer du jeu pour embêter l'adversaire. Donc, ils sont capables d'être assez flexibles par rapport à ça, déjà. Et puis, mentalement, on voit que c'est une équipe. Enfin, l'exemple typique, c'est face à la Côte d'Ivoire récemment. Ils ont beaucoup subi. Ils ont été moins bons que la Côte d'Ivoire. Et pour moi, ils méritaient de perdre. Maintenant, on a vu qu'ils avaient quand même pas mal de ressources mentales, qu'ils ont su subir le jeu, mais pas non plus craquer. Et ils ont une grosse cohésion. Ce qui s'est passé durant la Coupe du Monde, c'est pas anodin parce que ça a permis de fédérer un groupe et de les unir plus que jamais. Donc par rapport à ça, ils ont quand même de gros avantages. La pression à la Coupe du Monde, jouer à des quarts, à des demi-finales,
Ça, c'est pas tout le monde qui le fait. C'est une génération quand même qui a connu de belles choses et qui pourrait continuer à marquer l'histoire. Donc là, c'est un petit peu compliqué à dire s'ils vont confirmer ou non. Maintenant, ce que j'aimerais dire, ce qui est sûr et ce qu'on peut ajouter, c'est que le retour d'Amin Harit, déjà qui fait un très très gros début de saison avec l'OM, hein, vraiment il m'impressionne, hein. Un joueur qui se fait une si grosse blessure et qui arrive aussi vite à retrouver un top niveau, c'est impressionnant. Et l'arrivée d'Adli dans cette sélection, c'est deux très bonnes nouvelles. Parce que selon moi, durant la Coupe du Monde, si on regardait bien, ce qui pêchait un petit peu, c'était notamment, en tout cas pour moi, le manque de créativité offensive dans les derniers mètres. Et des joueurs comme Harit ou comme Adli peuvent apporter beaucoup et faire de petites folies pour aider dans les dernières situations de match. Et ça, c'est très important. Pour moi, c'était un petit manque qu'ils avaient. Là, il y a deux joueurs qui peuvent beaucoup ajouter à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour eux. Et puis tout le reste au niveau de cohésion de groupe, au niveau tactique, Regragui est très bon. Au niveau du fait que les joueurs se connaissent bien, tout ça, c'est quand même des gros avantages. Maintenant, le seul problème, c'est donc la pression surtout qu'ils auront sur eux. Il va falloir voir s'ils vont réussir à la gérer ou tout simplement s'écrouler par rapport à celle-ci. C'est la vraie question. Mais en tout cas, voilà. Tout ça me fait dire que cette canne, vraiment, elle risque d'être ultra passionnante à regarder. Et puis, j'aimerais même ajouter un bonus, c'est le petit Guirassy, le Guinéen, qui fait un début de saison avec Stuttgart, qui est tout simplement exceptionnel. Il a marqué 13 buts en 7 matchs, il est en sur-régime, c'est complètement fou ce qu'il fait. Imaginez qu'il continue comme ça jusqu'à la CAN et qu'il fasse une compétition historique. En tout cas, vu comment il est parti, c'est pas impossible. Alors, faudra pas non plus trop s'enflammer, mais en tout cas, c'est l'une des choses à suivre encore une fois durant cette compétition. Parce que comme vous le savez, durant les CAN, il y a très souvent des surprises, et même globalement dans les grandes compétitions de football, on a souvent des joueurs qui explosent ou des sélections auxquelles on ne s'attendait pas forcément, qui font de grandes surprises. Donc voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Quels sont un petit peu vos pronostics, qui voyez-vous gagner la compétition, quelles surprises, etc. Et puis sinon, moi je vous dis peace.